La conférence Est est très sympa. Hier soir, à 21h30 en prime time, on avait la chance de voir ce très beau match entre Toronto et Philadelphie. Et qui en est sorti victorieux? Kawhi Leonard. Ouais, on a presque pas envie de dire que c'est Toronto qu'on est sorti vainqueur, c'est Kawhi Leonard qu'on est sorti vainqueur. C'est clair. Tant j'ai senti les Raptors emprunter, tant j'ai senti les Raptors fort défensivement. Et c'est ce qui les fait gagner aussi. Kawhi est très fort en attaque, il s'occupait de tout. Mais défensivement, il y a eu un vrai socle. Mais en attaque, je les ai trouvés un peu avec la peur de gagner. On a vu un Kyle Lowry avec beaucoup d'envie toujours, mais avec un peu de déchets. Un Marc Gasol un peu plus juste en attaque, a mis un peu dedans. Et puis là, Tonto Leonard s'est occupé de tout. J'ai quand même une petite frustration pour nos amis des Sixers. Je pense que celui-là, il l'avait à portée de fusil et qui risque de coûter cher à la fin. Alors, pour faire le parallèle avec Portland face à Denver, quand tu as un 4e match à domicile et que tu mènes 2-1, en général, vaut mieux le prendre parce que la suite, le retour pour le 5e match à l'extérieur peut faire très très mal. Restons donc clairement sur ce 4e match qui était très fort en intensité. Alors pendant le match hier soir, on se disait c'est pas le meilleur match qu'on ait vu, mais on savait de la première à la dernière minute que ça allait être serré, qu'on aurait un money time, et un money time avec des grands joueurs sur le terrain apporte toujours son lot d'exploits individuels. Là, ça a été Kawhi Leonard qui a été merveilleux. Alors allons-y, on parlera des seconds couteaux ensuite, on parlera de Joel Embiid ensuite. Mais hier soir, Kawhi finit à 39 points, 14 rebonds, il était déjà en double-double. 17 et 10 à la mi-temps, 5 passes décisives, à 13 sur 20 au tir. Je pense tout le temps, moi, au transfert entre DeRozan et Kawhi Leonard. À aucun moment, à part s'il se barre cet été, mais à aucun moment, je pense que les fans des Raptors regrettent ce choix de Massa Ujiri. Bon, après, dire que Kawhi Leonard était meilleur joueur que DeMar DeRozan, c'est pas faire offense à DeMar DeRozan. Hein. Vous pensez pas qu'il y avait autant d'écart, peut-être? Là, l'écart, il est quand même... Ouais, je sais pas. Moi, je suis assez... Non. Bon, mais c'est pas grave. Par contre, là où je suis surpris, c'est de voir l'attitude de Kawhi Leonard en première mi-temps. Des fois, il perd des ballons, il fait des choix, il prend des tirs qui n'étaient pas de lui. Alors, c'est vrai que j'arrive à la mi-temps, je mets un tweet, je fais putain, il est chelou un peu Kawhi Leonard. Bon, 17 et 10 à la mi-temps, 39 et 14 à la fin. Il n'empêche qu'il a eu quelques attitudes bizarres quand il perd le ballon là sous la pression de Jimmy Butler qui dribble sur le pied. C'est pas lui. Ouais, c'est pas lui. Bon, toujours aussi stoïque. Voilà. Hein. Après, il a quand même fait le taf, il a fait l'essentiel et surtout, il a sauvé son équipe, je crois, d'une grande désillusion. Je trouvais une équipe, Pascal Siakam était incertain, alors il a joué, mais quand les mecs sont incertains jusqu'à la dernière minute, quand il joue, on l'a senti pas à 100%, là, donc on sent que son problème au mollet le gêne, surtout lui qui est un avion physique, donc a besoin quand même d'être à 100%. Et surtout, je pense que c'est défensivement, ils ont usé cette équipe des Sixers qui finalement sur le demi-terrain, avec un Joel Embiid qu'on a eu du mal à trouver sur le demi-terrain, s'est essoufflé et du coup a lâché ce match ultra important pour eux. Restons sur Toronto, ce qui est fou, c'est que cette équipe trouve peu d'adresse et c'est un truc très important parce qu'évidemment la défense de Philadelphie est resserrée sur Kawhi. Kawhi fera quoi qu'il arrive son bon match. Alors on dit plus de 30 points, fort défensivement, de l'impact et des tirs en fin de match. D'ailleurs il a joué beaucoup d'ISO, ça aurait pu leur porter préjudice. Finalement ça s'est bien passé. Le problème c'est que quand tu as autant de tirs ouverts, notamment dans les corners, faut sanctionner. Et le premier qui me vient, c'est Siakam. Alors oui, il était blessé, mais il fait 0 sur 3 dès le début du match. Et en fait, ça te met un peu dedans. Ouais. Il fait 0,4 au final. Ils finissent à 10 sur 31 au tir à 3 points, 32%. Elle est là aussi la bascule. Alors, il gagne et tout ça, mais je pense que pour le match 5, si tu arrives à trouver de l'adresse, que ce soit sur Marc Gasol qui finit à combien hier, Marc Gasol qui finit à 2 sur 7, 16 points, mais à 2 sur 7 au tir à 3 points, Kyle Lowry à 2 sur 6 à 3 points, et Danny Green à 1 sur 3 à 3 points, si tu trouves de l'adresse, et Ibaka aussi 0 sur 3 à 3 points, si tu trouves de l'adresse, j'ai l'impression que cette équipe gagnera. Ibaka, il a envoyé des... Ibaka, je sais pas à quoi il joue, il a été superbe jusque-là. Mais précieux sur la fin, 2-3 rebonds de peut-être qu'un peu se fera sur l'adresse, ils ont des tirs ouverts. Donc, c'est-à-dire que leur système offensif marche, fonctionne, mais il n'arrive pas à sanctionner cette équipe de Philadelphie, Erwan. Après, moi, ce qui me choque à Toronto, qu'est-ce qui fait la force de Toronto depuis 2 ans? Le banc, tu vas me dire. Et encore, il y a 3 ans, il y avait Lou Williams, qui finit meilleur 6e homme. À l'année dernière, c'était le meilleur banc de la Ligue, avec Dylan White, Van Vliet. Ouais. Hier, je vois, Ibaka qui sort du banc, 32 minutes. Derrière, c'est Powell, 4 minutes. Van Vliet, là c'est Van Sleep, je pense, mais du verbe to sleep. Hein. Donc avec 7 minutes. C'est pas le meilleur Van Vliet, il est et Patrick Mako, 5 minutes. Il joue à 6. C'est ça que j'aime dans les playoffs, moi, les rotations serrées. Là. Il joue à 6. Donc je répète, tonton Léonard, mes pompiers, mes héros, c'est un Avengers hier. Pierre tu vas gagner un match à Philadelphie qui est quand même, même si hier, je pense que sur demi-terrain, il leur manque 2-3 trucs par moment. Hier, c'est un match. Jimmy Butler, il est dans le dur. Tu vois, il y a un vrai combat. Tu vois, Philadelphie, ça, on peut pas leur enlever. Même Simmons, qui met que 10 points. Il défend, hein. Mon gars, mais Simmons, il défend sur Kawhi Leonard. Il envoie. Moi, j'adore le fait que
que Brent Brown l'ait envoyé en première option défensive sur Kawhi Leonard. Alors, ça se voit pas dans les stats, mais franchement, il fait du bon boulot. Oui, et, surtout, même si ça se voit pas dans les stats de Kawhi Leonard qui régale, Jimmy Butler, du coup, il prend moins de paniers dans la gueule, il est un peu moins frustré, et je trouve qu'en attaque, il diffuse un peu plus pour les Sixers. Mais... Putain, mais tu vois, tu joues à 6. Qu'est-ce que tu ferais du coup? Tu augmenterais certains temps de jeu? Alors j'ai vu dans les commentaires Jérémy Lin. Alors oui, Anunoby ne joue pas. Appendicite. Ouais, c'est très relou que ça tombe maintenant. Putain, ça tombe du ciel. Pas, hein. Très relou. Qu'est-ce que tu ferais? Tu me donnerais un peu plus de minutes avant de vie qui fait pas vraiment kiffer, Norman Powell, ce genre de truc. Tu les ferais monter à, je sais pas, à 11, 12, 13 minutes de temps de jeu. Le problème, c'est que s'ils donnent pas de bonnes minutes, tu connais les coachs, ils te mettent sur le tech. Hein. Je suis très surpris de Van Vliet, quand même, qui a aussi peu de temps de jeu. Il était blessé juste avant. Tu te souviens? Je pense qu'il est pas revenu. Il est pas à 100%, quoi. C'est tout, au bout d'un moment. Possible. Après, Jeremy Lin, ils l'ont jamais vraiment installé, alors encore moins en playoff. Je sais pas, c'est compliqué de lancer des mecs comme ça en pleine guerre quand les mecs se connaissent maintenant depuis 4 matchs, se regardent yeux dans les yeux. Donc ils sont déjà dans le truc. Là, tu lances un mec, donc ça peut être acquis tout double. Et puis Nick Nurse, c'est un jeune coach. Quelque part, n'oublie pas, sa première saison en tant que coach principal, donc peut-être que lui aussi, il coach un petit peu frileux pour ses rotations. C'est ce qu'on sait qu'en playoff, ça resserre les rotations. C'est normal de resserrer les rotations en playoff. Maintenant, il faut que cette équipe, alors même si on est au match par match, qui essaie de se projeter, sur une éventuelle finale de conf. Oh là, tu vas trop loin. On va rester sur le match. Non, mais mec, tu me parles d'un. Attends, tu me dis pour Denver, et pas pour truc. Je me projette peut-être un peu loin. Laisse-le essayer de gagner le 5e match avant de penser à une éventuelle finale de conférence. C'est chaud à 6. La réalité, c'est qu'en face, du coup, Joel Embiid n'est pas Joel Embiid. Alors allons là-dessus. Qu'est-ce qui se passe? Il finit à 11 points, 7 passes, 8 rebonds, 5 fautes, 35 minutes. Alors il a eu une gastro au deuxième match. Il a été blessé, il était incertain au début. Là, il est énorme au troisième. Je sais pas ce qui se passe. On est en troisième. Là, il est remalade, pareil. Enfin, je sais pas ce qui se passe. Il y a un espèce de flou. Et c'est pas lui. Il est à 5 tirs à la mi-temps. Tu mets Quand on regarde Joel Embiid, quand on le voit hier soir, on se dit non, mais c'est pas Joel Embiid. On sait que quand Joel Embiid est bien, il diffuse bien plus que ce qu'il a fait hier. Je l'ai trouvé effacé. Alors maintenant, il y a rien qui est sorti. On sait pas trop pourquoi. Maintenant, la question qu'on peut se poser, vu qu'on n'a pas d'éléments médicaux ou d'éléments d'inside, on ne sait pas, c'est, hier on en discutait, c'est la hiérarchie de cette équipe. On ne sait pas qui fait quoi en fait, qui est le numéro 1, qui est le numéro 2, qui est le numéro 3. Ça change un petit peu match après match. Et finalement, est-ce que c'est une force, Tom, ou est-ce que c'est une faiblesse pour cette équipe Philadelphie? Moi, je pense que c'est une faiblesse. Alors, je pense vite fait ça bleu parce qu'il est magnifique. Ce serait dommage de ne pas le prendre. Polo, n'hésite pas. Donc, c'est 2 matchs à 30 points, 10 rebonds, 5 blocs lors de cette campagne de play-off. Le seul qui l'a fait depuis 10 ans, c'est Kevin Durant en 2017 en finale. Donc, c'est pour dire à quel point cette performance lors du match 3 est exceptionnelle. Alors, c'est à mettre clairement en parallèle avec les 3 autres matchs de la série où Joel Embiid est clairement diminué. Apparemment, il serait malade. C'est ce que les derniers trucs qui sortent. Il était malade hier soir. Alors, pour parler de la hiérarchie, hier, on a eu une petite discussion, pour rien vous cacher, justement, tous les deux, où on se disait, on parlait de Tobias Harris, on parlait de Jimmy Butler, de Ben Simmons. Moi, l'impression que j'ai, c'est que si Joel Embiid n'est pas le numéro 1, ce qu'il n'avait pas été hier, le seul qui a à la fois les couilles, le tempérament, le niveau peut-être, c'est Jimmy Butler. À prendre le leadership, c'est Jimmy Butler. Et hier, Tobias Harris fait un petit match d'adresse, il finit à 7 sur 23, il est plutôt cata. Ben Simmons, sur la série, clairement, a du mal à avoir de l'impact en attaque. Et du coup, on se posait la question de cette hiérarchie. Est-ce que Coach Brown trop bizarre, Brett Brown doit dire clairement Butler est le numéro 2 ou le 1 bis, Ben Simmons doit se mettre un peu plus à l'écart, je mets entre des grands guillemets, ou est-ce que ça s'est fait naturellement? Tu vois, c'est ça ma grande question. Moi, je crois que ça doit pas, à ce niveau-là, on n'est plus dans le ça se fait naturellement. Non, mais là, c'est le cas. On n'est plus sur un playground. Je pense que l'arme numéro 1, chez Joel Embiid, apparemment, il y a quand même des variations selon les matchs assez incroyables. Il est malade, hein. Ouais, mais bon, ça fait 2 fois qu'il est malade en 3 matchs. Au bout d'un moment, les mecs. L'autre, il a l'impendicite, l'autre, il est malade. Au bout d'un moment, il est malade ou il est pas malade? Comment tu peux tomber malade 2 fois? Tu fais un match 2, t'es malade, ok. Match 3, t'es fantastique, tu mets un moulin sur demi-terrain, tu cours de partout, tu célèbres, et le match 3, t'es de nouveau malade. Je sais pas, mais achète-toi une écharpe, frérot. Ou mets un bonnet en sortant des matchs, je comprends pas. Le gars, personne lui a dit qu'à Toronto, il faisait moins 15 en mai. Putain, il a rien compris. Donc, moi, je crois que c'est à Brett Brown à ce niveau-là, on n'est plus dans le voyant ce que le terrain nous offre. Moi, je crois que clairement, Tobias Harris, qui découvre les playoffs, qui est un super joueur, partout où il passe, ça s'est bien passé. Mais là, on est quand même dans une guerre de playoffs. Et je crois que ça doit être une 3e option, clairement. Et Ben Simmons, moi, je le défendrai toujours parce qu'il fait des choses que personne d'autre ne fait. C'est-à-dire qu'il met beaucoup de relances, il va chercher les. Tant que ça, c'est un mec qui veut diffuser sur les autres. Mais le pass first, là, c'est 2 minutes. Et puis surtout, mec, il s'envoie sur le
deuxième meilleur joueur de la Ligue du moment. Il s'envoie défensivement, il va chercher Kawhi Leonard 1m50 derrière la ligne à chaque fois. Il est dans les duels, alors des fois ça change et c'est Butler qui est dessus, mais c'est quand même lui le premier qu'on envoie. Et pour moi, il est utilisé un petit peu comme de la chair à canon, il le faut, et c'est lui qui se sacrifie. J'ai du mal à jeter la pierre sur Ben Simmons. Je ne jette pas la pierre, je dis qu'il n'a pas d'impact offensif. C'est pas pareil, hein. Moi je fais un constat. En fait, moi que Ben Simmons soit très bon en attaque ou pas bon en attaque, j'en ai rien à faire, je suis pas son frère, je suis pas son fan numéro 1, je m'en fiche. Je vois juste que cette équipe était à 2-2 alors qu'elle aurait pu limite être à 3-1 si les choses étaient bien passées. Ben Simmons est une superstar, il est All-Star aujourd'hui. On sait qu'il n'a pas de tir, alors on le dit tout le temps, on n'a pas envie de revenir là-dessus. Il a quand même des qualités intrinsèques de très haut niveau et j'ai pas l'impression que son état d'esprit lui permette d'être un joueur qui va faire ce match à 28 points. Je dis pas qu'il l'a pas fait avant, je dis que dans cette série, quand ça devient très dur, et c'est... Tu parles de Ben Simmons encore, je parle toujours de Ben Simmons. Moi, le gars qui va en première option défensive sur Kawhi Leonard, évidemment, il faut lui dire bravo. Jimmy Butler le prend aussi à la fin. Et je pense d'ailleurs que Jimmy Butler est bon parce que, et tu l'as dit hier, Ben Simmons peut lâche de l'énergie sur Kawhi Leonard. D'accord, une fois que c'est dit, c'est des joueurs NBA, ils peuvent faire les deux normalement. Ben Simmons est un coffre incroyable, Ben Simmons est un joueur physiquement extraordinaire, limite all-time, j'ai envie de te dire. J'ai le droit quand même d'attendre plus que de la passe en première intention, des petites ouvertures, prendre 10 tirs par match. C'est ça que je suis en train de te dire. Hier après, sur du post-up, c'est plutôt ce qu'il faisait de manière assez intéressante. Il postait beaucoup Danny Green et Kyle Lowry. Il n'a pas été adroit sur ses hooks. Ah ouais, pas d'impact, c'est ce que je te dis. Ça peut arriver. Maintenant, moi je te dis, c'est un jeune joueur. Je trouve qu'on attend des choses de lui qu'il n'est pas encore prêt à faire. Voilà. Après, moi je trouve que hier, il a 5 sur 10 au tir. Pour moi, la bascule, elle se fait pas avec lui. Pour moi, la bascule, elle se fait sur Tobias Harris qui est à partir du moment où Tobias Harris n'est pas à droit, là d'un coup ça fait un peu un point mort. Heureusement qu'il y a J.J. Redick qui met des petits jeux extraordinaires. Et surtout, on peut en parler en sortie de banc, il y a James Ennis qui est excellent. Sur toute la saison, défenseur, attaquant, il met des tirs et tout, il est très bon, James Ennis des deux côtés du terrain. Il est bluffant. Mais donc du coup, alors on reste un peu sur Ben Simmons parce que je vais aux commentaires. Il y a Lady de 80 qui dit t'es dur avec Simmons, il agresse bien et fait des passes. Moi, c'est pas une question d'attente. Moi, là, j'en ai rien à faire. Je vois juste un joueur sur le terrain. J'ai vu ce qu'il était capable de faire. Moi, en fait, au bout d'un moment, tu vois, c'est le grand délire avec Mbappé. Au bout d'un moment, je m'en fous. Hier, Philadelphie fait il a 18 ans. Il a fait un mauvais match. Ils sont à domicile. Mais non, mais ça, c'est trop facile. C'est quand même une lecture un peu simpliste. Mais non. On est sur Choupi, il y a 3 images là dans ton livre. T'as vu le même match qu'hier? T'as eu l'impression que c'était du grand basket? T'as eu l'impression que Ben Simmons a eu un impact? Non, mais si. Et à la fin, ils perdent. Non, mais ils perdent. Mais si ça se joue à rien, ça se joue sur un mec. Enfin, je pense que Toronto ne fait pas un meilleur match que Philadelphie. La seule grande différence, c'est qu'en face, t'as le joueur de grande classe, Embiid, qui n'est pas dans son match, qui est malade pour diverses raisons. Apparemment, il a fait nuit blanche la veille. D'accord, super. Et de l'autre côté, tu as un joueur extraordinaire et la bascule, elle se fait là-dessus. La bascule, pour moi, elle se fait pas sur Ben Simmons qui a 5 sur 10 au dire, qui met 10 points. La bascule, elle se fait sur les deux méga stars. Tu en as une qui est un peu plus effacée et une autre qui prend tout en main à la fin et qui met 40 et qui est indéfendable. Donc ma question reste la même sur la hiérarchie et sur l'impact des seconds couteaux de Philadelphie. Tu vois, c'est ça le problème. Mais moi, si tu es en train de me dire que Ben Simmons doit être une 4e option pour finir, c'est oui, je te dis oui. Donc là, aujourd'hui, il faut vraiment la 4e option. Moi, donc tu fais jouer Embiid qui doit faire mal, que ça soit sur du post-up ou sur ses têtes de raquette avec ses fins de tir, et parce qu'il est bon passeur aussi pour du drive and kick. Butler en 2, clairement. Harris en 3. Simmons en 4. Et puis t'as Redick, sachant que t'as J.J. Redick en plus, même pas. T'as J.J. Redick qui prend plein de tirs et qui fait énormément de mal à cette équipe-là. Mais ils ont les moyens. Par contre, c'est peut-être, c'est là où t'as raison, c'est peut-être à Bredman à un moment donné de cibler les moments forts des matchs pour dire là on va aller sur lui, là on va aller sur lui. Il les a les armes. Maintenant, c'est à lui de dire et pas laisser toujours le jeu dicter son coaching. Ça se tient. Et ça, d'ailleurs, on l'a dit à de très nombreuses reprises. Le doute qu'on avait sur Brett Brown, on verra. De toute manière, il y a 2-2. L'avantage, c'est qu'il y a un 5e match qui va arriver dans 2 jours. Alors, du coup, je sais que c'est impossible de prédire. Mais franchement, je n'ai aucune idée de ce qui va se passer. Tu vois, si je te dis l'une ou l'autre, ce sera pareil. C'est vraiment les équipes du même niveau. En espérant que les mecs soient tous à 100%, Siakam, Embiid. Moi, je dis Toronto parce que Kawhi Leonard. Okay. Je suis un peu. Alors, il est malade, le pauvre, on peut rien pour lui, mais je suis un peu déçu des up and down de Joel Embiid. Vraiment, s'il est malade, bon, bout mais il est malade. C'est dommage. Mais en fait, je suis frustré. Alors, je vais pas dire. Je suis frustré que Joel Embiid puisse pas enchaîner les matchs pour diverses raisons, malade apparemment. Mais en face, tu as quand même un mec qui, dans la défaite ou dans la victoire, tu sais que tu lui donnes la balle, il va se passer des choses positives pour son équipe. Et hier, clairement, ce qu'il fait, c'est incroyable. Le match 1, ce qu'il fait, c'est incroyable. Donc voilà, je crois que je reste donc Toronto sur cette série parce qu'ils sont favoris et parce que Kawhi Leonard. Il y a Enga35 qui dit les Raptors sont très limités en fin de match. La stratégie, c'est hero ball sur Leonard. Et c'est vrai qu'en général, lorsque tu fais du hero ball sur un mec, vaut mieux que ce soit Jordan, vaut mieux que ce soit Kobe,
Vaut mieux que ce soit LeBron, vaut mieux que ce soit Kawhi, on verra. Écoute, on verra. On verra. Là, pour cette, pour cette série, ça pourrait peut-être passer. Maintenant, je pense que quand tu regardes le match d'hier, si Brent n'est pas trop con avec son staff, effectivement, donc il y a beaucoup de choses à faire sur Kawhi. Je pense que ça fait 4 matchs qui leur fait une misère d'enfer. Ouais. Les autres sont pas spécialement très bons. Refaire de la prise à 2. Va doubler pour voir. Va doubler, voir si ça pique un peu. Fais-lui lâcher la balle, va voir les autres s'ils peuvent te tuer. Parce que pour l'instant, Kawhi Leonard, il te tue. Donc va à 2, oblige de lâcher la balle et on va voir ce que font les autres. Après, tu pourras t'adapter, mais dans un premier temps, moi, c'est ce que je ferai. Très bien. On a fait le tour, vous dites dans les commentaires si vous êtes plutôt Toronto ou plutôt Philadelphie. On ne vous cache pas que c'est très très difficile de choisir. En tout cas, on est ravis d'avoir encore une fois une série à 2-2 qui se jouera sur une série de 3 matchs justement. C'est exactement ce qu'on souhaitait. Et ça tombe bien parce que la dernière série est plutôt serrée aussi, puisque entre Milwaukee et Boston, eh bien, une légère surprise. Boston a perdu un match à domicile. Milwaukee a réussi l'exploit d'aller gagner le match 3 à Boston 123-116 avec un Giannis encore une fois très bon, George Hill très bon, Middleton très bon. Beaucoup de choses à dire. Et c'est vrai que la tendance dans cette série s'est inversée très rapidement après un match 1 dominé par Boston. C'est une série de 3e quart-temps. Ouais, complètement. Dans tous ces matchs, tout se joue dans le 3e quart-temps. C'est encore vérifié lors de ce match 3, où cette fois-ci, on a dû attendre un petit peu plus tard dans le 3e quart-temps pour que le break se fasse. Mais le break s'est bien fait pour les Milwaukee Bucks, que j'ai trouvé patient, plus intelligent, pas forcément plus inspiré. Pas forcément plus inspiré qu'à l'accoutumée, pas forcément un match référence pour eux, mais une patience, une justesse dans le jeu, notamment de la part de Giannis Antetokounmpo. Lui qui était très contrarié par Horford, ben là, cette fois-ci, il a un peu plus attendu les coups pour jouer sur un contre 1. Il leur a fait mal sur toute la durée du match pour finir en deuxième mi-temps, pour leur marcher dessus. Et ça a tout changé côté Bucks. Et côté Celtics, on n'a pas su trouver cette fois-ci les solutions. Alors Ford a eu beaucoup plus de mal, mais Giannis a fait très très mal à cette équipe-là. Alors il y a beaucoup de choses à dire. Allons sur Giannis, donc 32 points, 13 rebonds, 8 passes, 3 steals. Allons sur son taux de lancer franc et ce petit débat qu'a lancé Kyrie Irving. Giannis est clairement aujourd'hui a repris le dessus sur Al Horford. Il a réussi à trouver des solutions pour aller sur la ligne. Regardez cette stat, il a marqué 83 points dans cette série. Il a presque 28 points en moyenne, 34 lancers francs sur 50, 41% de ses points. Oui, Giannis, et on l'avait dit au premier match, Giannis a compris qu'il fallait que ça se passe dans la raquette. Et donc sur la ligne de lancers francs, parce que Boston est un peu sans armes quand il pénètre. Débat éternel sur les lancers francs. Ça me rappelle Dwayne Wade en 2006, les lancers francs. On peut refaire l'histoire. Moi, je crois que les arbitres, et ça, il faut qu'on le sache, alors ceux qui n'ont pas joué au basket, ça se passe comme ça sur un terrain, c'est que l'équipe, finalement, qui est dans un momentum, qui a le bon momentum, qui est dans la bonne dynamique, qui obtient plus de lancers francs que l'autre équipe. Et même l'équipe, la meilleure équipe des deux, en général, la meilleure équipe des deux, c'est pour ça qu'on dit ça pour les Warriors, a plus de lancers francs. A plus de lancers francs. Alors oui, il y a quelques coups de sifflet un peu chelou. Je l'entends, mais ça fait partie du jeu. Je crois qu'aujourd'hui, Giannis, je te dis, ils ont parfaitement su l'isoler pour des 1 contre 1. Il a parfaitement su choisir ses moments de 1 contre 1, même si parfois il a tendance, des fois encore un peu à forcer, mais c'est son jeu aussi. Mais je trouve qu'il a quand même eu beaucoup moins d'échecs sur les deux premiers matchs. Et oui, forcément, on va lui donner des coups de sifflet parce qu'il est plus grand, il va plus vite. Sur le repli, les Celtics l'ont laissé prendre de la vitesse. Et à partir du moment où un mec arrive. Alors oui, des fois, comment il s'appelle, pas Nenobi, l'autre là, Oleji. Ogélayé, putain. Ogélayé, à un moment donné. Alors oui, tu vois, il tombe, on dirait, on a l'impression que oui, il y a passage en force. Mais non, en fait, le mec, il arrive lancé. Passage en force, il faut être en place et pas bouger quand les mecs. Alors un gros coup. Ou alors, tu fais ça. Mais il suffit qu'il soit un petit peu sur un mouvement latéral pour qu'il y ait faute. Moi, les fautes, il y en a beaucoup. On se dit, oh, c'est un peu dur. Finalement, tu regardes le ralenti, tu fais, il y a faute. Alors, c'était pas grand chose. Mais je te dis, le momentum, il était côté Bucks et les arbitres sont allés côté Bucks. Et c'était tout le temps comme ça dans le basket. En face, les Celtics n'ont pas trouvé de solution sur Giannis. Et surtout, les Celtics n'ont pas été bons. Regarde cette petite déclaration de Kyrie Irving, hein. C'est inévitable, ce gars pénètre 6 fois de suite, il obtient les lancers francs, que peut-on faire? Il a shooté 22 lancers francs, il fait 16 sur 22 dans ce match-là, ça en devient ridicule, ça ralentit le jeu, putain. Bah ouais, mais gros, là, au bout d'un moment... Tu sais ce qui ralentit le jeu aussi? Vas-y, également. C'est Kyrie Irving qui fait 300 dribbles, et dès qu'il met un cross, les mecs font « Oh !» Mais par contre, quand il fait 7 sur 22 au tir, et que les 4 autres, ils le regardent jouer comme ça pendant la deuxième mi-temps, là, par contre, on dit plus rien. Moi, j'aime bien Kyrie Irving, c'est un superbe joueur. C'est un superbe joueur. Par contre, on tombe dans du spectacle cirque et plus dans du spectacle sportif. C'est-à-dire que quand il est pas bien, moi j'ai été choqué par les Celtics et par les sorties de temps mort. C'est-à-dire qu'ils ont tous regardé jouer Kyrie Irving quand il avait envie. Blam, dreamer. Oui, il va mettre des crosses, il va faire des écarts. Mais je trouve que ce public connaisseur de Boston,
devrait quand même se rendre compte que là, pour le coup, la deuxième mi-temps de Kyrie Irving, c'est lui qui les met dedans. C'est lui qui les met dedans. Jaylen Brown est excellent à 6 sur 12 au tir. Marcus Morris à 6 sur 8 au tir, 4 sur 5 à 3 points, ne voit plus la balle à partir du milieu du troisième quart-temps. Alors Ford et ce pic central n'est plus utilisé avec Kyrie Irving alors que ça marche très bien. Donc, je n'ai pas compris ce qui se passe côté Boston. Là, on peut se plaindre des coups de sifflet des arbitres, mais Boston a joué à l'envers. Je vois les Bucks n'ont pas de fond de jeu, mais cela suffira si Boston joue de cette façon, nous dit Max Namanam. On est plutôt d'accord. Le truc, c'est que là, tu es en train de tirer sur les défauts des qualités de Kyrie Irving. Ça marche pour KD, pour Curry, pardon. Au bout d'un moment, c'est dur d'en vouloir au mec. Lorsque, au match 1, il est incroyable, il porte son équipe au scoring avec ses pitreries, et après lui tomber dessus quand ça marche moins. C'est la réalité des choses. C'est que pas d'accord. La qualité du gars, c'est de mettre des dribbles, de faire des crosses, de donner de l'allant à son équipe avec des gros tirs. Et si ça marche pas, tu vas pas lui tirer dessus. Le match 1 est une superbe œuvre collective. Et Kyrie et Kyrie met 2-3 fadeaway incroyables. Ok, t'es dans un bon soir, bah super, vas-y. Par contre, quand t'es dans un mauvais soir et qu'il y a des mecs à côté qui sont dans un bon soir, je pense notamment à Marcus Morris et à Jaylen Brown, ben oui, soit plus meneur de jeu. C'est pas grave, personne n'entend là. Et là, j'ai l'impression qu'on parlait de Hero Ball avec Kawhi. Là, j'ai l'impression qu'il a voulu jouer au Hero Ball, mais du coup, c'est pas lui qui gagne à la fin. C'est pas lui qui gagne à la fin. Il y a 2-1. Il y a 2-1. Mais tu vois, il y a 2-1. Ici, il y a 2-2. Après, si on veut continuer la polémique des arbitres, et là, je suis plutôt d'accord avec les fans de Boston, c'est que les 2 fautes, 4e, 5e de Jaylen Brown, elles sont terribles. La 5e qui siffle à Jaylen Brown, elle est vraiment d'une dureté terrible et elle change le match. Elle change le cours du match parce que dans son regard, dans son attitude, tu sens que lui, il est prêt au combat. Et c'est lui qui peut faire la bascule. Et c'est 4e, 5e. La 5e, elle est tellement dure. Bledsoe perd le contrôle du ballon. Il vient le sticker. Et là, il prend une faute, coup de sifflet tard, elle est vilaine. Je regarde en plus les plus-minus. Le seul à être dans le positif, alors tu as Daneta à son 3 minutes qui est à 0, ça compte pas. Tous les autres joueurs de Boston, il y a Terry Rozier aussi à plus 3. Tous les autres sont dans le 5 majeur, sont dans le négatif. Par exemple, moins 15 pour Jason Tatum. Et tu as Jaylen Brown qui a plus 10. Alors oui, effectivement, il est fall-out, donc il peut pas finir, surtout quand il y a un écart. Mais tu as quand même ce truc de dire que le gars était très bon, a eu beaucoup d'impact lorsqu'il était sur le terrain, et son absence en fin de match a été préjudiciable. Après, c'est la réalité de 3 premiers matchs. Il y aura encore une fois 2-2 parce que dans ces playoffs, s'il n'y a pas de 2, on peut pas s'amuser. Hein. Donc est-ce que tu auras un autre discours si Boston gagne le 4e match, tu vois, et retourne tu vois, c'est ça le truc. Une fois de plus, on est en playoff, on analyse match après match. Et moi, j'analyse ce match. Quand je vois alors Ford qui shoot 8 fois seulement, c'est pas un bon équilibre des choses. Quand je vois Jason Tatum à 7 sur 14, il met 7 sur 14. Jason Tatum, il est à 20 points, certes. Trop soft. Tonton, t'es à Boston, il y a une histoire. Dans ton match-up avec Middleton, tu l'as fait sur le premier match. Là, il faut être un peu plus. Tu le dis, et ça me choque, parce que tu as tellement raison quand tu dis ça. Il met jamais un lay-up. Ah, moi, je te dis, il est magnifique. Hein. Et pourtant, c'est un joueur d'une élégance incroyable. Et pourtant, on se souvient du dunk dans la gueule de LeBron James l'année dernière. Il a même dit qu'il l'avait en poster dans sa chambre. Normal. Tonton, ne te contente pas d'un dunk comme ça. Va chercher des lancers francs. Va faire plus. Va plus au cercle. Ça va faire du bien aussi à ton équipe. Il n'est que dans la création, mi-distance à 3 points. Je trouve que les Celtics devraient s'inspirer un petit peu plus de Marcus Morris et de Jaylen Brown pour être dans le combat. Et surtout, ne pas oublier qu'Alor Ford est un joueur magnifique et que quand il a la balle dans les mains, il cause beaucoup de problèmes à Giannis Antetokounmpo. Donc voilà, je trouve qu'on s'est un peu oublié. Maintenant, voilà, je fais confiance à Brad Stevens pour remettre les choses 2-2 pour moi après le match 4. Il y a Serfix qui nous dit qu'il faut donner du crédit à la défense de Bledsoe quand même. Sur la défense sur Kyrie. Je sais pas, moi, Bledsoe, je peux pas lui donner le moindre crédit. Hein. Idiot du village. Hein. Oh, faut porter dur là quand même. Non. Bledsoe fait la meilleure saison de sa carrière. Bledsoe il fait un match honteux. Hein. Ouais, d'accord, mais bon, j'entends le 1 match. Il est à 2 doigts, heureusement. Alors, tu prends juste ce match pour dire. Moi, j'ai la qualité d'un match. Non, mais après, il défend, mais une fois de plus, pour moi, il est rentré dans un duel personnel. Alors certes, il a mis du jus. Oui, mais l'énorme différence avec Westbrook, c'est que c'est pas lui le meilleur joueur de l'équipe, donc c'est pas très grave. Et qu'il est coaché. Ça fait beaucoup. Après, Georgie, il a fait aussi du très bon boulot sur Georgie, il est magnifique. Hein. Ouais, Georgie, il est magnifique des deux côtés du terrain. C'est le meilleur. Georgie, il est énorme, pas Bledsoe. Sur ce match-là, évidemment, Bledsoe a été bon. Non, mais notre ami nous parlait de la défense de Bledsoe. Oui, il met beaucoup d'énergie, beaucoup d'entrain, beaucoup trop d'air. À un moment donné, je me dis, il va leur faire perdre le match. Il va leur faire perdre. Et Mike Budenholzer est malin parce qu'il gagne, mais il aurait pu ne pas être malin parce qu'il le remet à la fin quand même. Et à la fin, il continue à perdre des ballons à la fin. C'est vrai, la confiance. Donc, je regarde, Mike Budenholzer nous dit Nomad a aussi bien réagi après le Game 1 où il s'était fait outcoacher par Stevens. C'est vrai que. Mais là, moi je te dis, là où il a bien réagi, c'est qu'il offre maintenant des situations à Giannis Antetokounmpo qui sont beaucoup plus confortables que sur le match 1 et 2. Et là, ça va être maintenant à Brad Stevens de voir comment réduire le grec parce que notre ami là, il aura fait du petit bois de la défense des Celtics. Allez, un dernier mot sur notre ami, Pat Connaughton qui a été bon sur ce match-là, 14 points. Ça bascule. Moi je disais que c'était pas son niveau.
niveau. Les 2 premiers matchs, ce n'était pas son niveau. Il a fait une pavard. Il a fait une pavard. Et l'apprentissage, pareil, bien défensivement et puis de la filoche extérieure. Attention, si lui il défend, il met de la filoche. Gros, c'est des bonnes minutes. Hein. Et puis le visage. J'ai l'impression qu'ils étaient en mission, nos amis des Bucks. Ils étaient vraiment en mission. Ils se sont dit, en match 2, ces types-là, on peut leur rentrer dedans quand même. Ils sont arrivés en mission au TD Garden. Ils savaient que c'était important pour eux. On se souvient que l'année dernière, ils perdent en 7 matchs. Ils sont incapables d'aller gagner à Boston. Là, ils sont arrivés en mission. Mission accomplie, messieurs. Bravo. Dernier commentaire, à Boston, en termes de combattants, nous dit Alban 37, il manque clairement Marcus Smart. C'est vrai qu'on aurait adoré qu'il soit dans la bataille, parce qu'en termes de combattants fous, on aurait pu imaginer qu'il aurait tiré son épingle du jeu. On espère qu'il va revenir rapidement, quoi. Tu sais, moi je prends. Le temps presse. Non, ça c'est Dame Time. Ce soir. Il n'a rien inventé. Hein. Parce que moi je vois mon daron et. T'es en retard. Tu vois, il ne me disait pas Dame Time. Hein. J'avais 6 ans, donc il faut arrêter. Je l'aime bien. Donc, Dame Lillard s'est inspiré de ton daron à Marseille là-bas. S'inspire de tous les darons de France. Ah oui, et de Navarre, hein, parce que ça compte pas. Donc ce soir, 4e match, 2-2. Ouais. 2-2 moi aussi. Je peux pas croire que Boston propose un basket aussi pauvre que ce qu'ils ont proposé. Absolument. Nomade Pat Connaughton, il a pas un nom à pouvoir jouer en NBA. On dirait un personnage de la petite maison dans la prairie. Dr. Quinn, évidemment, nos 2 séries préférées de l'histoire quand on était très jeune, surtout Erwan, parce que moi, je n'étais pas encore né quand c'est sorti. Je me demande Dr. Quinn, j'ai regardé moi. Ah non. Ah si. Non. Moi, j'ai écouté Quinn, mais je n'ai pas regardé. Oh non, Dr. Quinn, c'est la famille avec son mari indien là. Secours. Bon, regarde. Ah non. Oh, t'as changé, Erwan. On vous rappelle, si vous n'avez pas vu la première vidéo, que mardi soir, demain soir d'ailleurs, de 17h30 à 19h30, on est en live pour une radio. Vous pouvez nous appeler. Donc tous les copains, n'hésitez pas à nous appeler pour nous dire plein de bêtises et surtout nous faire des petits quiz. D'ailleurs, il faudrait qu'on penche sur un invité. On verra ça juste après l'émission. On va, pour la dernière séquence, parler de NCAA et d'un gros prospect, le 2e meneur de cette prochaine draft, Monsieur Garland, Garland de Noël, avant que Erwan la fasse. Allez, c'est parti. Ciao.